يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho, consacrés ce soir une rétrospective sur l'économie européenne et ses dogmes, dirons-nous, durant les 30 dernières années, avec pour point de départ Maastricht et le nouveau paysage qu'il a introduit, ses limites et son impact sur la machine productive du vieux continent. Car oui, depuis le traité de Maastricht de 1992, l'Europe s'est dotée d'un cadre macroéconomique ambitieux mais rigide. 3 décennies plus tard, après les subprimes, la crise des dettes souveraines, la pandémie et les bouleversements géopolitiques récents, ce modèle montre ses limites. Ce soir, nous tenterons avec nos experts de comprendre si l'Europe est structurellement bridée dans sa capacité à réagir face aux grands chocs économiques jusqu'à se retrouver peut-être pieds et poings liés face au modèle binaire imposé par un certain Donald Trump. Les pros de l'écho, restez avec nous, c'est juste après ça. Sans plus tarder, je vais m'empresser de vous présenter nos experts qui m'accompagneront sur le plateau des pros de l'écho ce soir. À commencer par vous, docteur Mohamed Bacha, vous êtes docteur d'État en macroéconomie, ancien ministre algérien de l'Industrie. Bonsoir, docteur, merci d'être avec nous. Je vous en prie, bonsoir. À votre gauche est assis Souheil Guessoum, expert en économie et président de la CAPSE, patronat algérien. Bonsoir, monsieur Guessoum, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et depuis l'autre rive de la Méditerranée, nous rejoindra Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille. Nazim, bonsoir. Merci d'être parmi nous encore une fois ce soir. Bonsoir et merci pour votre invitation et je salue l'ensemble de mes camarades sur le plateau. Merci Nazim Sina. Alors sans plus tarder, messieurs, commençons ce débat avec une question générale pour planter le... Qu'arrive-t-il en quelque sorte à l'Europe et à quel point Maastricht est-il responsable ou non de la panne actuelle en matière de rendement économique? Docteur Bacha. Oui, ce qui se passe en Europe, c'est l'effet effectivement d'un certain nombre de faits cumulatifs depuis plusieurs décennies, comme vous l'avez noté. Mais ça reste des éléments qui s'inscrivent dans un cadre géopolitique international extrêmement perturbé. Donc beaucoup d'événements ont provoqué des éléments qui étaient imprévisibles. Finalement, personne n'a prévu ce qui s'est passé en Ukraine, donc avec la Russie. Donc, c'est un nombre de faits qui ont perturbé beaucoup d'éléments qu'on croyait reposer sur un monde apaisé qui roule pour lui-même. Et les Européens s'inscrivaient dans une durée où les perturbations étaient maîtrisées, où le monde était d'une certaine manière stabilisé. Et donc, ils y sont allés par un certain nombre d'éléments qu'ils pensaient pouvoir consolider leur puissance économique et géopolitique. Notamment après ces fameuses 30 glorieuses. Oui, donc ça a constitué pour eux une sorte de tendance lourde qu'ils allaient conforter et donc à travers le traité de Maastricht qui est venu donc apporter des éléments de discipline budgétaire et monétaire extrêmement sévères, donc qui ont bridé d'une certaine manière même si c'était, je ne pense, pas le but fondamental, les économies européennes pour les pousser vers des éléments de substitution d'une doctrine de croissance qui était pour eux peut-être acquise à une doctrine de déflation, oui, de rétention de l'activité et de désinvestissement, et pour certains pays de désindustrialisation, qui a fait qu'au final, le réveil a été extrêmement brutal. Et pour eux, ils comprennent que le monde est en train de changer. Beaucoup d'acteurs sont en train d'intervenir. Les pays du Brexit, enfin du BRICS, des BRICS. Les pays, d'autres pays, en partie, les pays africains se sont réveillés. Oui. Donc,
ont commencé à refuser un certain nombre d'éléments de diktat qui étaient ceux héritiers de la Deuxième Guerre mondiale. Merci, docteur Bacha, pour cette entrée en matière. Même question, Monsieur Guessoum, qu'arrive-t-il à l'Europe? Maastricht est-il responsable de cette panne en matière de rendement économique? Si oui, à quel degré? Essayons de revenir un peu à l'histoire de Maastricht et de l'Union européenne. Donc il y avait d'abord la communauté européenne et le marché économique commun européen, où l'Europe voulait passer d'un marché économique commun à une Union européenne avec une monnaie commune. Oui. Alors, par contre, ce que l'Europe voulait aussi, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Dr Bacha, mais en plus, je pense que l'Europe voulait une certaine orthodoxie dans la gestion des budgets avec un déficit, et le traité de Maastricht était très clair. Donc, le déficit budgétaire ne devait pas dépasser 3%, la dette publique ne devait pas dépasser les 60%. Et donc, il y avait une peur accrue de l'inflation. Il fallait garder une inflation vraiment maîtrisée au niveau de l'Union européenne. Et tout cela s'est fait un peu au détriment de la croissance, de l'investissement, qui parfois amène avec eux une certaine dette, amène avec eux un certain déficit. Donc, le trade-off, comme on dirait en management, entre dette, déficit, croissance était vraiment vu sous l'angle européen, vraiment en faveur de la rigueur budgétaire plutôt qu'à une croissance à tout va. Et donc tout cela a créé certaines conséquences que nous voyons toujours aujourd'hui, donc une frilosité dans les dépenses qui a provoqué une certaine frilosité dans la croissance et ça a traîné jusqu'à aujourd'hui. Bien évidemment, et Dr Bacha l'a très bien expliqué, il faut rajouter à cela tout l'aspect géopolitique, la perte de compétitivité vis-à-vis, notamment technologique, vis-à-vis de géants comme la Chine, vis-à-vis des États-Unis, ça existait toujours. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, j'étais étudiant en 1990, il me semble, 89-90, j'étais aux États-Unis et Michel Rocard, alors Premier ministre français de la France, était aux États-Unis. Et il y avait une interview de Michel Rocard qui expliquait, il disait, oui, avec l'Union européenne, nous allons avoir 2 géants dans le monde. Et le journaliste lui dit, ah, donc les États-Unis et l'Europe? Il disait non, l'Europe et le Japon. Oui. Et l'ambition européenne était énorme, elle était, je dirais, même arrogante, qu'aujourd'hui, avec cette rigueur budgétaire, avec toute cette tendance géopolitique qui s'annonce, avec la concrétisation de la Chine en tant qu'acteur majeur dans les nouvelles technologies, dans tout ce qui est environnement, donc climat, contraintes, etc., eh ben, l'Europe n'a pas pu s'adapter à tout cela et est en train d'en payer les conséquences aujourd'hui. Très bien, messieurs. Alors, la critique majeure que l'on fait à Maastricht, c'est que l'union monétaire a été lancée sans fédéralisme budgétaire ni union politique solide. L'absence de gouvernement économique commun a conduit à des réponses désordonnées aux crises. L'on se souvient tous de cette fameuse crise de la zone euro entre 2010 et 2012. Docteur Bacha, qu'en pensez-vous? La question? Que pensez-vous justement de cette critique majeure que l'on fait à Maastricht, selon laquelle l'union monétaire a été lancée sans fédéralisme budgétaire ni union politique solide? Oui, effectivement, le paradoxe de l'euro, c'est d'être un peu la seule monnaie unique, sans État, voilà, au sens propre du terme. Donc c'est des États qui restent divergents sur un certain nombre d'objectifs stratégiques, restent liés à leurs conditions spécifiques. Les structures économiques, par exemple, de l'Allemagne, ne sont pas du tout les mêmes que ceux de la Grèce. Donc, effectivement, le collègue a très bien... par rapport à la valeur même de cette monnaie, l'Allemagne ayant besoin souvent d'un euro fort, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc c'est des pays extrêmement divergents, donc dans leur structure économique, leur structure sociale, leurs conditions industrielles, donc sont très différentes. Et donc, le fait d'imposer une monnaie unique, et je rappellerai donc ce qu'a fait le collègue historiquement, donc on peut même remonter
au début des années 50 avec la CECA, la Commission économique du charbon et de l'acier, qui a été le premier jalon à la mise en place du traité de Rome, donc qui a jeté les bases de l'unification de l'Union européenne et qui s'est concrétisé donc à partir de l'acte unique de 86 par l'objectif d'aller en 92 avec la ratification du traité de Maastricht, c'est 93 en entrée en vigueur, avec donc l'unification de la monnaie en 2002, donc les pays qui ont convergé. La création d'une banque centrale européenne. Voilà, en 98, effectivement. Une banque centrale européenne qui avait effectivement une mission stratégique de s'occuper de la stabilité des prix. Et de l'inflation. Uniquement. Par définition. Donc, c'est contrairement, par exemple, aux grands pays comme la Chine et les États-Unis, qui avaient des banques centrales, qui avaient des prérogatives d'action beaucoup plus larges et plus efficientes, avec une flexibilité. Puisqu'on a affaire à des États fédéraux, c'est pas le cas de la Chine, mais disons globalement, c'est de grands pays avec des zones industrielles et des pays qui sont des États qui sont extrêmement dynamiques, avec un fédéralisme très efficace et qui réussit à s'adapter et à adapter l'ensemble économique aux conditions, ce que les Européens ont été finalement au milieu du gué. Ni n'ont mis en place une véritable union au sens propre du terme, mais avec des conditions de restriction, donc avec l'austérité, la discipline budgétaire, comme aiguillon et fil conducteur de l'ensemble des politiques globales macro-européennes. Donc ces conditions-là, effectivement, ont fait que globalement, si on regarde aujourd'hui les chiffres de l'évolution de l'Union européenne, par exemple sur les 20 dernières années, le PIB européen est passé pratiquement de 30% par rapport à l'économie mondiale à 15% en 2024-2023. L'écart avec les États-Unis s'est creusé d'une manière énorme. Il ne représentait que moins de 30%, de 15% dans les années 2000, il est maintenant à plus de 30%. Donc c'est des pays qui ont perdu en vigueur, qui ont perdu en compétitivité et que finalement, ils se font distancer sur des plans extrêmement importants dans la maîtrise des chaînes d'approvisionnement, dont ils ont perdu en grande partie le contrôle. Sur le plan technologique, un déficit énorme s'est creusé entre eux et les pays, donc notamment les États-Unis et la Chine, qui en sont devenus les maîtres, qu'on le veuille ou non, de tout ce qui est numérique et digital, et en même temps une part d'autonomie stratégique. Et on l'a vu dernièrement sur ce qu'on pourrait appeler l'abdication des Européens face aux tarifs douaniers, aux diktats, si on peut dire, américains qui ont réussi à se jouer finalement des Européens et à leur imposer leur manière de réguler les relations entre l'Europe et les États-Unis, même si on devait regarder de manière plus précise les écarts des balances commerciales de pays à pays. Certains pays, s'ils devaient réagir seuls, pourraient ne pas être amenés à se voir imposer des taux de douane de 15%. Très bien. Souheil Gessoum, les États européens ont conservé une certaine souveraineté, mais sans avoir de monnaie comme outil d'ajustement, avec des critères de convergence jugés rigides, inadaptés. Vous les avez énumérés, 3% de déficit budgétaire comme plafond, 60% de déficit public. Est-ce que ces seuils sont accusés d'être arbitraires et de brider l'investissement public, notamment en période de crise? Ils ont tendance à privilégier une certaine orthodoxie budgétaire au détriment de la croissance. Lorsqu'une Union européenne est composée de 27 pays actuellement, mais avec un noyau dur composé de 6 pays qui a été à l'origine de la création de cette Union, comment les autres, justement, 21 pays qui sont moins forts économiquement, pourraient-ils ajuster leur économie avec ces critères-là? Vous avez cité une excellente période de référence, c'est la période post-subprime, donc 2010, 2011, 2012, et nous avions vu à l'époque la réaction des États-Unis et la réaction de l'Europe qui était, je dirais, disproportionnée. Regardez, les États-Unis, à travers le plan Paulson, avaient mis 700 milliards de dollars pour sauver l'économie. Les Européens n'en ont mis que 200 milliards de dollars. Et la différence, elle est très importante par le fonctionnement
des institutions américaines et européennes. Les États-Unis constituent un État fédéral avec une centralisation des décisions économiques, donc un gouvernement économique central qui peut prendre des décisions et les faire approuver en quelques semaines par le Congrès. Bien évidemment, les États-Unis, leur souci, c'est la croissance, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, alors que l'Union européenne doit négocier avec 27 entités un Conseil de l'Europe souveraines. Chaque entité est souveraine. Et chaque entité a ses contraintes budgétaires et ses contraintes de dette publique qu'elle doit surveiller. Il faut voter à l'unanimité, je rappelle. Oui, il faut voter à l'unanimité. Donc l'Allemagne, par exemple, est un pays qui a pu investir. Parce que l'Allemagne se porte bien d'un point de vue budgétaire et financier, alors que les autres pays, la Grèce par exemple, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, se portaient nettement moins bien et donc avaient des difficultés à prendre des décisions pour répondre à la crise. Nous verrons probablement, nous allons discuter de ce qui s'est passé après les conséquences de cette crise. Mais regardons aussi historiquement. Historiquement, les États-Unis sont portés vers la croissance. Peu importe la dette publique, d'ailleurs la dette des États-Unis aujourd'hui s'élève, si mes souvenirs sont bons, à autour de 37 000 milliards de dollars. Ce qui est un chiffre qui nous semble faramineux. Mais pour les Américains, ce n'est pas grave. La croissance est primordiale. La croissance est là. Alors que pour l'Europe, non, c'est complètement différent. Donc, conséquence de tout cela, ce qui s'est passé, c'est que post-subprime, les États-Unis ont mis 5 à 6 ans pour retrouver leur taux de chômage et leur taux de croissance économique pré-subprime, alors que l'Europe a mis 10 ans à se relever de la période subprime à cause de décisions qui étaient souvent très contraignantes et très dispersées. Merci Sohail Guessoum. Il est temps d'aller voir notre ami Nazim Sidi du côté de Marseille. Nazim Sidi, est-ce que pour vous, l'économiste, Maastricht symbolise-t-il la première étape peut-être de la fin de ce que l'on pourrait appeler la souveraineté de l'Europe en matière économique? Nazim Sidi, est-ce que vous nous entendez? Oui, effectivement, on peut considérer que le traité de Maastricht a été une étape fondamentale dans la construction européenne en permettant une intégration un peu plus poussée de la politique, mais aussi de l'économie de l'Union. Surtout, ça a permis de créer le concept de citoyenneté européenne, ce qui était une nouveauté pour l'époque, mais aussi le traité de Maastricht a permis de mettre en place des critères de convergence budgétaire, monétaire, également d'aligner la politique de plusieurs pays, notamment sur les aspects de politique agricole, de politique industrielle, mais aussi de politique de sécurité. Et c'était un projet qui était porté par des hommes et des femmes qui avaient une véritable vision de ce que doit être une coopération accrue et notamment intégrée d'un espace commun. Et c'est en cela que le traité de 92 est assez intéressant à étudier, à analyser, parce qu'il a permis à l'Europe non seulement d'avoir sa souveraineté, de récupérer sa souveraineté, mais aussi de faire front commun face aux enjeux de l'époque, qui étaient des enjeux géopolitiques déjà prégnants au début des années 90, mais aussi à une mondialisation qui est en train de se reconfigurer, notamment avec l'émergence de la Chine au détriment du Japon, par exemple, pour l'époque, mais aussi pour faire face à l'hégémonie des États-Unis. Donc oui, effectivement, je suis d'accord pour dire que le traité de Maastricht a été une étape cruciale dans l'histoire de la construction européenne, en permettant une intégration accrue des aspects politiques, mais surtout économiques. Et on le voit aujourd'hui d'ailleurs, l'Union européenne est la deuxième puissance économique derrière les États-Unis, et même devant la Chine. Et surtout, l'euro représente une devise qui est la deuxième monnaie la plus utilisée, qui est le plus en circulation à travers la planète. Ça veut dire que on peut considérer que le traité de Maastricht a été la naissance d'un projet ambitieux, mais qui aujourd'hui ne tient plus toutes ses promesses malheureusement. Très bien, Nazim Sidi. Merci, docteur Bacha. Alors, comment analysez-vous peut-être le parcours économique de l'Union européenne depuis Maastricht jusqu'au droit de douane de Trump, et quelles ont été les étapes peut-être marquantes ayant mené au renforcement du modèle monétariste, il faut dire le terme, au détriment de la croissance dans beaucoup d'États parmi les 27, comme l'a évoqué Sohail Guessoum? Oui. Vous savez, le paradoxe un peu de la mise en place de l'Union européenne, c'est d'avoir cassé un peu les ressorts de l'orthodoxie économique en cherchant à imposer l'orthodoxie monétaire et financière.
il est de bon temps, lorsqu'on a fait des études en économie, de savoir que lorsqu'il y a une période de récession, on attaque à travers ce qu'on appelle les politiques keynésiennes. Oui. Donc par l'investissement, par La relance par la demande. la relance, effectivement, par l'investissement aussi. Par l'investissement également. D'une manière extrêmement forte, et ça permet d'atténuer la récession et d'éviter qu'il y ait un chômage endémique qui s'installe. Ces ressorts d'orthodoxie économique qui sont connus par les économistes en général ont été quelque part brisés et finalement on a eu un géant au pied d'argile. L'Europe a fait du Friedman à la place à de... outrance. Ah, et à outrance. Voilà. Donc plus Friedman que Friedman lui-même Ouais, peut-être. voilà. Donc c'est une situation qui est extrêmement paradoxale. Et finalement, au final, si on doit regarder les résultats d'une manière tout à fait objective et neutre, l'Europe s'est quelque part appauvrie en ne réussissant pas à s'atteler au train technologique que les Américains et les Chinois ont parfaitement compris, Oui. et pas que. Des pays comme l'Inde, le Brésil, qui forment un peu le cœur des BRICS, ont investi de manière massive et finalement n'ont pas diminué de la portée de l'action étatique dans la relance et la consolidation industrielle. Ce que les Européens, quelque part, par une sorte, ce qu'a très bien dit mon collègue, à travers une sorte d'arrogance ou de cécité stratégique, fait qu'ils n'ont pas réussi à anticiper les tendances lourdes qui se dessinaient et que finalement, le monde tel qu'il a été mis en place et les institutions mondiales telles qu'elles ont été mis en place à partir de la Deuxième Guerre mondiale et qui jouaient fondamentalement pour les Européens et les Américains dans la maîtrise et le contrôle du monde, ont joué contre eux. Et des pays qui ont réussi à bien comprendre le poids que doit prendre l'État dans l'action économique et le rôle qu'on doit dévouloir au secteur privé. Donc cette capacité à lier les deux, ce qu'ont fait les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, les Européens n'ont pas réussi à utiliser ce levier pour pouvoir réellement s'industrialiser. Et même plus, ils en ont perdu, puisque beaucoup de pays se sont acheminés vers les services Oui. et ont perdu leur capacité industrielle en décentralisant, en délocalisant leur industrie vers des pays qui sont censés être des pays à haute productivité du fait des salaires bas, la Chine, etc. Et en même temps, l'élargissement de l'Union européenne à des pays qui étaient extrêmement divergents sur le plan des structures économiques et de leur capacité, donc pour arriver à 27. Mais pas la zone euro, c'est ça le paradoxe, l'élargissement de l'Union européenne sans élargir la zone euro à l'ensemble de ces pays. Donc en même temps, avec des pays à très bas salaire, Oui. des pays qui n'ont pas la structure et la vigueur des pays fortement industrialisés, comme la France, l'Italie ou l'Allemagne, fait que nous sommes en face d'une union fragmentée, où les intérêts ne sont pas convergents, et parfois c'est le plus fort, d'un point de vue géopolitique, qui va imposer ses visions. Et on sait que ce qui s'est fait souvent dans l'intérêt souvent du pôle, la partie nord de l'Europe, Ouais, qui a bénéficié de beaucoup de décisions qui étaient favorables à leur structure économique et qui leur ont permis véritablement de booster leur exportation, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des pays du sud de l'Europe, qui ont payé le prix d'inflation extrêmement élevé, de taux de chômage extrêmement pénalisants pour leur population, et finalement le levier monétaire qui aurait pu être le leur pour ajuster et éviter qu'il y ait une récession pénalisante pour la population, ont été quelque part désactivés par les structures européennes. Et cela, finalement, constitue peut-être les pistes de réforme que pourrait mettre en place l'Union européenne pour pouvoir rendre les économies nationales plus flexibles et en mesure de manière plus efficace à répondre au cas par cas, en fonction des pays, au soubresaut de leur économie et de leur évolution. Merci Docteur Bacha. Mesdames et messieurs, je vous propose de poursuivre ce débat après une courte pause. Restez avec nous, les pros de l'écho reviennent dans un très court instant.
De retour sur le plateau des pros de l'écho où l'on parle ce soir de la situation économique du continent européen et de l'Union européenne, émanation sans frontières pour le projet intégrateur européen qui a donné lieu à la création de multiples outils au service de l'économie européenne, des outils qui n'ont pas très bien fonctionné, notamment après 1992 et ce traité de Maastricht qui a plongé l'Europe dans une nouvelle étape économique. Nous en parlons ce soir avec nos experts. Souheil Gessoum, j'aimerais revenir à présent vers vous. Pourquoi vous avez évoqué tantôt la réaction budgétaire européenne à la crise des subprimes? Pourquoi cette réaction n'a pas été à la hauteur, si je puis dire, du côté européen, plus modéré qu'aux États-Unis? Vous avez parlé du plan Paulson après la crise de 2008, avec 700 milliards de dollars contre le plan européen de 200 milliards de dollars. Pourquoi l'Europe n'a pas pu se mettre au diapason des États-Unis? Et je le rappelle, vous en souvenez peut-être, Dr Bacha et M. Gessoum, même les 200 milliards de dollars, eh bien, c'était mal parti pour les avoir au début, souvenez-vous. Oui. C'était très mal parti pour les avoir, effectivement, mais comme je disais tout à l'heure, c'est la constitution administrative, entre guillemets, de l'Union européenne et des États-Unis qui a fait la différence. Excusez-moi, précisons que dans ce cas-là précis, il s'agit essentiellement de financement non conventionnel par rapport à ce plan. Voilà. Alors je vais abonder un peu dans ce sens. Regardez, aux États-Unis, donc je disais, il y a une centralisation économique, donc pour diriger tous les États des États-Unis. Et donc, lorsqu'une décision doit être prise, elle est prise d'une manière centralisée, rapidement, et approuvée par le Congrès américain en quelques semaines. Mais il y a aussi la Fed qui elle, est venue appuyer les États-Unis dans leurs décisions, notamment avec ce qu'on appelait le quantitative ease. Quantitative easing, et le zéro taux d'intérêt, etc. Donc, le quantitative easing, c'était un peu aller vers absorber des obligations au niveau des banques, absorber des obligations à long terme pour mettre en place plus de liquidités au niveau des banques et financer l'investissement. Donc, tout cela a été mis en place d'une manière centralisée, rapide, fluide au niveau des États-Unis, alors qu'au niveau de l'Europe, eh ben, il fallait discuter avec les 27 pays, obtenir l'aval des 27 pays, et ça a pris quelques mois pour que nous puissions parler de 200 milliards de dollars qui sont arrivés au forceps. Alors qu'aux États-Unis, 700 milliards de dollars sont arrivés rapidement. Alors, cela a eu un impact, je dirais, entre guillemets, asymétrique, parce que certains pays s'en sont bien sortis, notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, mais d'autres pays, et ce que disait docteur Nord-Sud est tout à fait vrai, les pays du Nord, Allemagne, Pays-Bas par exemple, s'en sont bien sortis. Il faudra analyser aussi quelque chose de très intéressant. Revenir sur la crise politique que cela a engendré dans un pays ami de l'Algérie qui est l'Italie. Souvenez-vous de ces années de difficultés. Mais pour ne pas perdre une idée, regardez, l'Allemagne avait une dette qui était d'à peu près 62% du PIB, alors que Maastricht plafonnait ça à 60%, donc 60, 62, ça passait encore. Les Pays-Bas étaient à peu près à 50%, alors que les autres pays, aujourd'hui la France est à 113%. L'Italie était à plus de 130%, l'Espagne était à plus de 100%. Et donc, ces pays-là ont vraiment souffert de l'impact des subprimes. Alors le pays ensuite qui a le plus souffert, et ce pays doit être étudié à part et discuté à part, bien évidemment, c'est la Grèce. Alors la Grèce a fait une dépression majeure à plus de 25% de son PIB. La Grèce s'est retrouvée avec un chômage à 27%. Ils se sont retrouvés avec un déficit qui était autour de 15% du PIB, c'était des conditions catastrophiques. Quelle dépression, rappelons-le, qui a contaminé dans la foulée un autre pays qui est Chypre. Voilà. Et le gros problème, c'était est-ce que l'Union européenne était préparée à aider l'un des pays
qui étaient vraiment en souffrance économique considéré avancée. comme le boulet à l'époque de Et ça, l'Union on européenne, revient un peu à l'impensé de Maastricht, parce que Maastricht avait dit, OK, 3% de déficit, 60% de dette, mais n'avait pas pensé à une politique de stabilisation monétaire, Oui. à une politique de renflouement des caisses d'un État lorsqu'il y avait un gros problème. Et là, on se retrouvait avec quelques dilemmes. L'Allemagne, qui était un pays qui se portait relativement bien financièrement, l'électeur allemand disait ce n'est pas à moi de supporter l'effort budgétaire pour aider la Grèce. Exact. Donc les dirigeants allemands, d'un côté, ne pouvaient pas se permettre de perdre l'euro et l'Europe, mais d'un autre côté, étaient face aux pressions de leurs électeurs qui disaient non, nous, on ne veut pas dépenser pour la Grèce, l'Italie et l'Espagne et le mettait à Portugal. rude épreuve l'esprit, soi-disant, fédérateur Voilà. de la construction européenne. Et donc entre tout cela a allongé le cycle décisionnel pour pouvoir aider la Grèce et sauver la Grèce. Et je pense qu'on va parler aussi de l'apparition des mouvements ultra-gauche qui se sont dit, nous aussi, nous n'avons pas besoin de l'Europe. Et qui ont repris le pouvoir par la suite en Grèce, rappelons-le. Nazim Sini, alors, prochaine question qui s'adresse à vous. Alors, après ce que l'on a dit, des critiques faites par rapport à ce traité de Maastricht, ses limites, on les a rappelées avec Sohail Guessoum, encore une fois, 3% de déficit, 60% de dette publique par rapport au PIB. Est-ce que ces critères, justement, de Maastricht ont figé la politique budgétaire des États de l'Union européenne, d'après vous ? Oui, vous avez raison, mais je vais même aller plus loin. Vous savez, au-delà de les avoir figés, surtout le traité a sclérosé les politiques budgétaires. Pourquoi ? Parce que le traité de Maastricht a imposé à l'ensemble des pays qui ont adhéré à la zone euro à respecter certains seuils, notamment ce qu'on appelle les fameux critères de convergence. On peut les citer, c'est important de les rappeler, notamment ne pas dépasser les 3% de déficit public par rapport au PIB. En matière d'endettement public, ne pas dépasser le fameux seuil de 60% du PIB. En matière d'inflation, de taux d'intérêt, etc. En fait, l'objectif du traité de Maastricht, c'était d'imposer de manière uniforme un ensemble de critères que tous les pays de la zone euro devaient respecter, malgré leurs différences et leurs spécificités économiques et sociales. Sur le plateau. C'est pour ça qu'on s'est rendu compte, avec du recul, que cela n'avait pas de sens. Surtout avec les dérapages budgétaires de la plupart des pays de la zone euro, avec les déficits commerciaux, avec le déficit de la balance des paiements, mais également avec le recul de la démographie et la disparition de pans entiers industriels. Parce qu'il faut rappeler, il faut toujours contextualiser également l'époque, c'est que lorsque ces critères de convergence ont été adoptés, au début des années 90, l'Europe avait un visage totalement différent. D'abord, en matière de productivité, en matière de compétitivité, vous aviez encore des industries textiles sur le sol européen, vous aviez encore de la sidérurgie, de la métallurgie, vous aviez également des pays qui pouvaient encore avoir une certaine marge budgétaire, avec notamment en jouant sur le taux de change de leur monnaie, en la dévaluant, etc. Donc, il y avait certaines marges de manœuvre budgétaire qui étaient offertes à ces pays à l'époque. Mais en fait, l'idée, qui est une idée purement dogmatique du traité de Maastricht, c'était que on pouvait, après l'exploit d'avoir créé une monnaie unique, créer un deuxième exploit ou un deuxième miracle qui était celle d'avoir une politique budgétaire commune. Et on se rend compte que ce n'est pas possible parce que les budgets sont gérés de manière souveraine par chaque pays composant la zone euro, et on se rend compte que avec justement la reconfiguration de la mondialisation et puis l'émergence de nouveaux enjeux économiques ne permettent pas justement d'atteindre ces critères. Donc la véritable question qui se pose aujourd'hui, est-ce que on va réouvrir un nouveau chapitre pour renégocier ces fameux critères de convergence, puisqu'on a vu que les traités européens, même s'ils restent très figés et très bureaucratisés, peuvent être également ouverts à la négociation, modifiés si il y a l'unanimité de la part des certaines pays conditions signataires. très rigides. Donc également. c'est pour cela qu'il y a, je pense, un véritable enjeu pour revoir ces critères. Je pense pour les relever, parce qu'actuellement ils sont tout simplement pas tenables, pour permettre à justement offrir à ces pays-là des marges budgétaires pour relancer leur croissance et surtout la compétitivité de leur économie. Merci Nazim Sini pour ces éclairages. Docteur Bacha, alors à quel point ces critères de Maastricht ont-ils réduit la capacité
de stabilisation macroéconomique au demeurant des États membres de l'Union européenne, surtout si on se rappelle par exemple que la règle des 3%, elle n'a aucun fondement économique d'après les experts. Une contrainte, par définition, sert à contraindre, à restreindre une manœuvre, une capacité d'action. Donc effectivement, c'est une manœuvre, de manière unilatérale, empêche les États d'avoir la flexibilité nécessaire pour engager des dépenses qui permettent de stabiliser notamment le Front social. Oui. Donc ces éléments de restriction finalement institutionnelle avec des effets d'automatisme en termes de sanctions, oui, qui a encore aggravé la situation de certains pays qui étaient en situation de difficultés structurelles par rapport à leur économie. Donc la leçon qu'on peut tirer, c'est que la capacité d'un État à se mettre au niveau des besoins de sa population ne peut pas se faire en contrepartie d'une perte de souveraineté économique et industrielle. Donc cette capacité que les Européens ont accepté de perdre au profit de centralité de la décision monétaire à un certain niveau et à une bureaucratie. Vous savez, il y a dans le principe de la décision économique et politique en général ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est-à-dire c'est la capacité d'un acteur à un niveau donné de sa présence dans un système à prendre les décisions nécessaires pour stabiliser la situation en fonction de ses propres contraintes. Ce principe a été quelque part bafoué par le traité de Maastricht, puisqu'il a rapporté au niveau de Bruxelles un certain nombre de décisions qui, elles, en étant homogènes sur la prise de décision, mais hétérogènes sur leur mise en œuvre et leur impact. Certains pays résistent mieux, d'autres pas. D'autres s'enfoncent dans la récession, d'autres pas. Donc cette dichotomie en termes d'approche sur l'application, en termes d'impact, a fait que beaucoup de pays européens ont souffert. Parfois, ils ont pu remonter à la pente, mais grâce à des politiques qui sont allées en sens contraire de l'ordre libéral. Et ça leur a permis de sortir un peu de l'ornière, ce qu'on a vu un peu sur l'Espagne, mais grâce à des mesures qui, quelque part, ont contrevenu à l'ordre libéral qu'on pensait mettre en place à travers le traité de Maastricht, qui, à l'époque, beaucoup d'économistes considéraient que c'était un traité pour les marchés, oui, et qui était contraire à l'intérêt des peuples. Donc, c'est des situations qui sont extrêmement exacerbées. Et effectivement, l'Europe a montré ses limites sur le plan économique, du fait du retard qu'elle a accusé sur le plan global par rapport à sa croissance, qui est allée beaucoup plus lentement que les grands pays qui se sont industrialisés et qui se sont fortifiés sur le plan de technologie, donc les États-Unis et le Japon et d'autres pays. La Chine. La Chine, effectivement. Donc ces restrictions, finalement, ont joué dans un contresens par rapport aux nécessités de flexibilité nécessaires. D'autres pays ont rendu plus flexible, par exemple la loi sur le travail, oui, en permettant des ajustements qui étaient peut-être même contraires à l'intérêt de la population, dans le but de compenser des restrictions européennes qui étaient extrêmement sévères et qui, finalement, par l'automatisme des sanctions, faisaient que les États étaient un peu paralysés sur leur propre politique interne. Sanctions qui étaient principalement des amendes infligées à tout État ne respectant pas les critères de Maastricht. Monsieur Guessoum, la Grèce, parlons-en justement. Cette crise a-t-elle en quelque sorte révélé une espèce d'incapacité structurelle pour l'Union européenne à gérer tout choc économique asymétrique? On peut extrapoler ça à la crise Covid, au conflit en Ukraine, et même en passant par la crise des subprimes, en arrivant au fameux droit de douane de Donald Trump. Oui, certainement. La crise a vraiment prouvé que l'Union européenne n'était pas préparée à soutenir un État en difficulté. C'est pire que ne pas être préparé, ne pas détenir les outils nécessaires à cela. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'Union européenne ne détenait pas les outils. La Grèce, l'exemple de la Grèce est vraiment édifiant parce que la Grèce s'est retrouvée dans une situation de quasi-faillite financière et personne n'était prêt
à la soutenir financièrement. Du moins, les mécanismes européens n'étaient pas préparés à soutenir un pays en faillite financière tel que la Grèce. Donc l'Union européenne a mis des mois, peut-être même des années, à commencer à trouver quelques mécanismes pour soutenir la Grèce. Et tout cela pourquoi ? À cause de l'orthodoxie mise en place par le traité de Maastricht qui avait mis en place donc, tout ce qu'il fallait pour protéger les pays contre une inflation, mais n'avait pas mis en place des mécanismes, n'avait pas pensé à des mécanismes inter-États pour soutenir. Donc Maastricht interdisait carrément à un État de soutenir un autre État financièrement et interdisait aussi à la BCE de soutenir un État en difficulté. Oui. Donc non seulement il ne mettait pas en place les outils, mais il mettait en place des contraintes claires qui interdisaient à des États de soutenir un autre État. À un moment donné de la crise, rappelez-vous, Sohail Guessoum, on a même montré en quelque sorte la porte de sortie à la Grèce, notamment de la part de certains États qui ne voulaient plus garder la Grèce dans le giron européen. Oui, on commençait à dire, ce pays, il nous embête beaucoup plus qu'il nous apporte un bénéfice d'intégration commune, donc on se débarrasse de la Grèce. Finalement, ça n'a pas été fait. Finalement, la Grèce a été soutenue par des mécanismes, nous allons dire, essentiellement européens, parce qu'il y a eu aussi des soutiens hors Union européenne. La Grèce, aujourd'hui, s'en est plus ou moins sortie. La Grèce se porte mieux. Mais regardez en parallèle ce qui s'est passé après aux États-Unis. Trump, en 2016-2017, a baissé les impôts, a baissé les taxes pour les entreprises. Le corporate tax est passé de 35% à 21%. Alors, vous me direz, c'est excellent pour l'entreprise. Mais par contre, pour le budget de l'État, c'est un désastre parce que ça va augmenter le déficit de l'État. Et effectivement, le déficit américain est passé à plus de 6%. Et en passant à plus de 6%, cela a créé une situation anti-Union européenne, anti-économie Union européenne. Donc les États-Unis agissaient à contre-réflexion, à contre-pensée de Maastricht et de l'Union européenne. Trump a aussi fait exploser les dépenses militaires. Trump a fait énormément de choses qui allaient vers le déficit budgétaire, mais aussi vers la croissance. Et le message était très simple. L'endettement n'est pas un tabou. Donc la dette américaine explosait, mais ce n'est pas grave, parce que la croissance est là. Et ce dont a besoin les États-Unis, c'est surtout d'une croissance soutenue. Et c'est ce que Trump voulait transmettre comme message au monde. Ce n'est qu'en 2020 que l'Union européenne a commencé un peu à changer son paradigme et à s'adapter et à devenir plus pragmatique. Vous savez, en 2020, avec la Covid et ensuite 2022, avec la guerre en Ukraine, il fallait s'adapter un peu parce que la crise de la Covid a apporté un manque de revenus évident à tous les niveaux, mais il fallait aussi plus de dépenses, notamment les dépenses en termes de santé, et donc les déficits allaient exploser. Et les déficits ont réellement explosé. La France, par exemple, est passée à plus de 5% de déficit. Et ça, c'était extrêmement grave pour l'Union européenne, mais il n'y a pas eu de sanctions à cette époque-là parce que c'était toléré. Il y a eu aussi, je crois, un plan de 600 ou 700 milliards d'euros pour soutenir les pays lors de la période Covid. Il y a eu aussi, après la guerre en Ukraine, il fallait plus de dépenses militaires, il fallait aussi plus de subventions énergétiques, vu l'explosion des prix du carburant, vu le problème Russie qui ne pouvait plus envoyer de gaz et de pétrole vers l'Europe. Donc l'Union européenne achetait son énergie à des tarifs beaucoup plus pesants pour leur économie. Et tout ça a été non seulement possible, mais toléré par la BCE et par l'Union européenne, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de choix et ils sont revenus à la réalité économique. Merci Sohail Guessoum. Dernière question peut-être à Nazim Sini avant qu'il nous quitte. Nazim Sini, au vu de tout ce qui a été dit sur le plateau, est-ce que l'Europe, au fond, est-elle capable d'amorcer une réforme nécessaire au demeurant de son économie compte tenu du poids de son cadre réglementaire bruxellois ?
Oui, c'est une question rhétorique, vous savez, parce que vouloir réformer l'Europe sans toucher à son cadre, sans justement briser l'essence même qui a fait la construction européenne, qui était un projet ambitieux, un projet de paix, surtout un projet d'intégration le plus abouti au monde en matière de politique économique, diplomatique, mais aussi sociale. C'est très difficile à dire, mais en tout cas, vous savez, moi je reste fondamentalement convaincu qu'il s'agit d'une question d'hommes, de femmes et surtout de vision politique, de courage politique aussi, notamment des dirigeants européens, à vouloir réformer l'ensemble des mécanismes, l'ensemble des traités qui ont justement permis la construction, mais aussi qui ont permis quelque part d'éloigner l'Union européenne de ses objectifs principaux. D'ailleurs, il suffit d'échanger avec la plupart des citoyens européens qui aujourd'hui ne se sentent pas appartenir à cette zone de libre-échange, ne se sentent pas reconnus dans les institutions européennes, ne se sentent pas également écoutés. Donc il y a une vraie crise identitaire, une vraie crise institutionnelle entre les dirigeants européens et leurs concitoyens. Donc là aussi, ça montre qu'il y a un véritable sujet et un nouveau chapitre à ouvrir dans l'histoire de la construction européenne. Et celle-ci doit passer absolument par une réforme fondamentale des textes, mais aussi de la plupart des traités. Et aujourd'hui, pouvoir mettre autour d'une table les 27 pays membres ainsi que les 20 pays qui appartiennent à la zone euro, c'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas de vision commune, parce qu'il n'y a pas une figure qui incarne justement cette Europe qui soit ambitieuse, cette Europe technologique, cette Europe aussi de la diplomatie, parce que c'est une Europe qui est totalement en échec sur plusieurs sujets, des sujets de diplomatie internationale, des sujets de conflits internationaux. C'est une Europe aussi qui est affaiblie. On le voit récemment avec les droits de douane qui ont été imposés par Donald Trump. Donc là aussi, il y a un problème d'incarnation, il y a un problème aussi de vision politique, il y a un problème aussi de dialogue social. Je pense qu'aujourd'hui, l'Europe est perçue comme étant une administration bureaucratique dirigée par des technocrates qui est très éloignée des aspirations même des Européens. Et c'est dommage parce que l'idée même, je parle de l'Europe de Schuman, je parle de l'Europe des vrais fondateurs et des bâtisseurs de l'Union européenne, ce sont des personnalités qui rêvaient d'un espace commun de paix où les individus effaceraient leur identité au profit d'une citoyenneté commune, cette citoyenneté européenne. Moi, à mon sens, l'histoire nous le dira dans les prochaines décennies, mais clairement, si on veut redonner un nouveau souffle à cette Union européenne, à ce pacte européen, il va falloir forcément réformer les institutions, mais aussi les traités qui ont forgé ces institutions. Merci Nazim Siné. Messieurs, il reste 3 minutes avant de rendre l'antenne. Je vous propose de les partager, ces 3 minutes, en commençant par vous, docteur Bacha. Au fond, Sohil Gessoum l'a dit, peut-être que l'Europe a attendu l'arrivée d'un certain Donald Trump qui l'a réconcilié en quelque sorte avec le déficit, mais cette Europe se refuse toujours à utiliser toute la portée de ces outils et mécanismes économiques, par exemple, en se refusant de taxer les plus gros, comme les GAFAM, établis massivement en Europe. Comment expliquer aujourd'hui cette faiblesse économique européenne vis-à-vis de tout ce qui vient d'outre-Atlantique pour l'Europe? Oui, rapidement, s'il vous plaît, professeur. Effectivement, il y a des choses qu'on peut ne pas pouvoir expliquer, effectivement. Je rappellerai juste simplement qu'il y a un éveil au niveau européen. Donc je rappelle le rapport Draghi qui a été remis à la présidente de la Commission en septembre 2024, pour des propositions qui a pointé véritablement les insuffisances, aussi bien en termes de politique économique. Draghi lui-même au cœur de... Oui, bon, mais en tout cas, il s'est racheté par rapport à cela. Il est revenu donc à des approches plus pragmatiques. Et donc qui a véritablement proposé une réforme en profondeur de cette institution européenne, tout en notant que face à tout changement, vous avez beaucoup de forces, de résistance qui se mettent en place. Et depuis donc 30 ans, il y a une sorte de bureaucratie, de bourgeoisie techniciste qui s'est mise en place à Bruxelles, qui a intérêt
à ce que les choses perdurent et restent en l'état, parce que c'est dans son intérêt de maîtriser et de contrôler un certain nombre de leviers économiques qui relevaient à l'origine des États souverains. Et en même temps, au niveau de l'Europe, il y a des facteurs qui sont aussi très graves, qui n'apparaissent pas de prime abord sur le plan économique. C'est tout ce qui touche à la démographie européenne. Oui. Vous avez un vieillissement très important de la population. Et le taux de fécondité est inférieur à 1,5. Donc, les Européens ne se renouvellent pas. Et on estime que peut-être à l'horizon 2100, les Européens vont constituer moins de 4% de la population mondiale. Donc, c'est des aspects très importants. Et d'ailleurs, même Draghi propose un plan d'investissement de l'ordre de 800 milliards de dollars par an pour pouvoir rattraper le retard technologique européen, notamment par rapport aux Chinois et aux Américains, où dans le top 10 des entreprises numériques mondiales, il n'y a aucune entreprise européenne. Parmi les licornes mondiales, les États-Unis en comptent plus de 700, la Chine plus de 300, il y aurait moins de 50 en Europe, sur les 27 pays. Donc c'est un enjeu extrêmement important de résorber... C'est une start-up qui a réalisé un chiffre d'affaires d'1 milliard, rappelons-le. Et donc, c'est des enjeux extrêmement importants sur le plan technologique. Et le déficit européen, s'il continue à se creuser, risque de disqualifier complètement l'Europe des grands enjeux géopolitiques mondiaux. Merci Mohamed Bacha. Souheil Guessoum, très rapidement le mot de la fin. Si je peux me permettre de rajouter un point, Draghi a quand même sauvé l'Europe en 2012 en disant « whatever it takes, nous protégerons, nous préserverons l'euro ». Et donc, ça a redonné confiance à énormément de monde et ça a permis vraiment de faire penser que la Grèce ne partira pas, nous ne laisserons pas tomber les économies européennes. Et donc, la philosophie de Draghi, c'est vraiment de dire non, l'Europe doit redevenir conquérante à travers des investissements, à travers un retour vers la technologie. Et je pense que c'est ce qui aidera l'Europe à redémarrer, tout en mettant l'accent un peu sur, docteur l'avait mentionné tout à l'heure, c'était la flexibilité sociale et salariale, où l'Europe est très très faible comparativement à la Chine et aux États-Unis. Merci Souheil Guessoum. Mario Draghi, au passage, ancien Premier ministre italien, patron de la BCE et tête de proue de cette fameuse Troïka. Sur ce s'achève cette émission. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau numéro des Pros de l'Écho. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.